Ok, bien écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle session de Mini Minatech et qui va porter sur l'innovation responsable qu'Amal m'a demandé d'animer. Et pour garder les bonnes habitudes, je vous annonce dès à présent la prochaine session du Midi Minatech qui sera consacrée à, tenez-vous bien, des algues dans la neige, un océan méconnu dans nos montagnes. Donc, il sera donné par Éric Maréchal, qui est directeur de recherche CNRS et qui est directeur du laboratoire commun CEA IRIG, LPCV, et coordinateur d'un projet qui s'appelle Alpalga, probablement sur la même thématique que l'exposé. Alors, par contre, ça ne sera pas la semaine prochaine, mais donc dans 15 jours. Donc, ça sera le vendredi 23 avril. Voilà, donc, il faut bien noter ça dans vos tableaux. Et moi, je suis François Tardy, donc je travaille à la recherche, enfin à la direction de la recherche technologique du CEA, et j'ai comme tâche, avec mes collègues en fait dans les instituts, de diffuser la culture de l'économie circulaire et de l'éco-innovation. On va en parler. Alors l'économie circulaire, justement, qui a été adoptée dans le cadre du Green Deal par l'Europe, qui est un véritable en fait changement de modèle économique, eh bien, ça va donc changer notre façon de vivre, de façon de produire, et même finalement, ça va changer notre façon d'innover. Donc, les ingénieurs, les chercheurs, ils vont plus devoir raisonner strictement en termes de finalité technologique, mais justement prendre en compte l'impact de leur innovation sur les 3 piliers du développement durable, et d'ailleurs c'est les mêmes que l'économie circulaire, qui sont en fait l'économie et la compétitivité. Deuxième pilier, c'est l'environnement, et le troisième pilier, donc le sociétal. Et on est aujourd'hui surtout pour parler de ce troisième pilier. Bref, en fait, passer de l'innovation à l'éco-innovation. Et donc, en ce qui concerne le CEA, celui-ci s'engage résolument dans cette direction. Et donc, pour les aspects économiques, si vous voulez, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on a l'habitude de faire des analyses technico-économiques. Pour l'aspect environnemental, il y a l'éco-conception avec l'analyse du cycle de vie. Donc là, pas de problème non plus parce que c'est quand même des méthodes normées, bien qu'il faille acquérir donc la méthode, et ça serait bon. Et puis donc il y a le dernier pilier qui est donc l'aspect sociétal, et clairement pour les ingénieurs, les chercheurs scientifiques, c'est pas exactement ça qu'on a appris, on a dû ou alors on s'était endormi ce jour-là et on n'aurait pas dû parce que c'est très important. Et pourtant, donc c'est difficile, mais finalement, c'est ce qu'a su faire SoScience, qu'on reçoit aujourd'hui, qui est parti en fait du postulat que la science devait servir avant tout la société, et qui a développé donc une méthode d'innovation à impact, je cite leur terme, dans une logique d'open innovation, avec tout un réseau en fait au niveau mondial de spécialistes qui font intervenir. Donc là, on a la grande chance d'accueillir aujourd'hui donc Mélanie Marcel, qui est ingénieure ESPCI, donc École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, et qui a débuté sa carrière en travaillant sur les interactions machine-cerveau. Et puis, il y a un peu moins de 10 ans, en fait, elle a créé une société qui s'appelle SoScience, une société d'innovation qui a pour but de remettre la recherche scientifique au service de la société et du bien commun. Mais je laisse la parole à Mélanie, qui a prévu de vous parler de tout son parcours et de sa démarche, dans une présentation qui a pour titre « Comment stimuler l'innovation responsable ». Voilà, Mélanie, c'est à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Et merci à tous d'être là pour la présentation. Alors effectivement, je suis Mélanie Marcel, la fondatrice de SoScience,
je vais vous dire quelques mots sur l'entreprise, mais surtout, je vais vous parler de moi, de mon parcours, et puis de la manière dont on voit les questions dont vient de parler François, et donc notamment la question de l'impact social ou environnemental. Alors, ça a été dit, moi je suis une ingénieure ESPCI et j'ai commencé mes travaux de recherche sur l'interaction machine-cerveau. Plus particulièrement, moi ce qui m'intéressait et ce sur quoi je travaillais, c'était comment est-ce qu'on fait discuter les neurones du cerveau avec des électrodes par des voies qui sont invasives, donc vraiment en implantant les électrodes dans le cerveau, et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait une bonne communication entre le cerveau et l'ordinateur à terme. Là, l'image que vous avez, c'est une illustration de ça, parce que vous avez une patiente qui, en fait, ne peut plus bouger ses bras et ses jambes, mais qui, par une électrode qui est implantée dans son cerveau, donc vous envoyez ici une partie du dispositif au niveau de son crâne, va pouvoir utiliser un bras robotique pour s'alimenter. Alors là, en l'occurrence, pour manger une tablette de chocolat. Cette image, elle a été prise il y a une dizaine d'années, et c'était vraiment on va dire le début de ces manips en fait, et le début de ce domaine scientifique et technologique. Et c'était l'époque à laquelle moi je travaillais sur ces technologies. Donc d'un point de vue scientifique, c'était absolument passionnant, parce que en fait, on était en plein boom du domaine. Il y avait beaucoup de choses à faire, à comprendre. Il y en a encore aujourd'hui beaucoup. Et donc, je baignais dans ce domaine-là, et c'était absolument passionnant. Qu'est-ce qui m'a fait tout à coup créer ce qu'on peut appeler une entreprise sociale? Et je vous dirai 2 mots de ce qu'est une entreprise sociale. Il se trouve que je développais mes recherches au Japon dans un laboratoire de recherche fondamentale, mais qui avait été construit par une entreprise de télécommunications. Et en discutant avec mes supérieurs, est venu sur le tapis le fait que, en fait, l'intérêt pour cette entreprise de financer ce type de recherche, c'était pas forcément cet intérêt médical qu'on voit ici, avec une personne tétraplégique, mais c'était de se dire peut-être que dans 20 ou 30 ans, le futur des télécommunications, c'est d'avoir des électrodes en fait implantées dans le cerveau, et d'avoir une communication directe avec le cerveau. Si jamais c'est le cas, en tant qu'entreprise, on veut être les premiers sur ce marché, et donc c'est pour ça qu'on investit dans la recherche. Là, se pose pour moi vraiment la question de l'utilité, ou disons la finalité des recherches que je vais mener en tant que chercheuse ou en tant qu'ingénieure. Et notamment le fait que finalement, j'avais beau être animée par ma passion scientifique, qui était une chose extrêmement importante, mais aussi par une vision en fait de progrès, de me dire que ce que j'allais réussir à découvrir, ça allait faire avancer l'humanité, et puis avoir des applications par exemple en santé. Et puis je me suis rendu compte que même si j'avais ces visions-là à titre personnel, le système dans lequel je travaillais, et puis la question de la valorisation scientifique de la recherche, le fait que certaines technologies sont développées par l'entreprise pour laquelle je travaille, mais qu'en fait j'ai pas de mots à dire sur ce qui est développé réellement, ça m'a posé beaucoup de questions, et ça a été le début finalement de la création de l'aventure SoScience, dont le but est vraiment de se demander à quoi servent nos sciences et nos technologies, comment on décide de les appliquer dans le monde, et est-ce que finalement on peut avoir un certain pouvoir de décision sur ce qu'elles deviennent. Alors, pour vous donner en quelques mots ce que fait l'entreprise SoScience, je l'ai effectivement fondée il y a une dizaine d'années, donc on commence à avoir un certain historique. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de se dire, il y a un certain nombre de problèmes sociaux et environnementaux extrêmement complexes qui existent, qu'on voit, auxquels il faut s'attaquer, et la science va avoir une partie des réponses, ou en tout cas, elle doit faire partie des groupes qui réfléchissent à comment on résout, par exemple, la question du changement climatique, la question des inégalités sociales, et puis ensuite, on peut rentrer dans le détail, et je donnerai d'ailleurs quelques exemples par la suite.
Mais pour faire ça, on ne peut pas avoir une approche silotée. Du moins, c'est l'hypothèse de Socience. L'hypothèse qu'on prend, c'est de dire il faut que les acteurs concernés par un problème se mettent tous autour de la table et en fait travaillent ensemble à résoudre ce problème. Et donc, évidemment, on a un mix avec la recherche qui est concernée, les grandes entreprises, les ingénieurs, mais aussi la société civile, les associations, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait cette forme-là de recherche et d'innovation et ce mix, qui est quelque chose qui en fait est aujourd'hui trop rare et je vais vous le montrer. Quelques mots. Alors, si vous connaissez les objectifs du développement durable qui ont été créés par l'ONU, nous, on dit qu'on travaille sur le 17. Le 17, ça s'appelle Partnerships for the Goals. Donc, c'est comment est-ce qu'on crée des partenariats pour répondre aux grands enjeux de notre temps. Et donc, on est vraiment... Enfin, notre mission, c'est ça. Donc, nous sommes une entreprise, mais notre premier but, c'est de répondre à notre mission qui est de faciliter des partenariats de recherche et d'innovation qui ont un impact positif pour la planète et la société. L'une des choses pour lesquelles on est les plus connus, c'est justement nos méthodologies d'open innovation qui permettent de faire ce mélange en fait d'acteurs pour créer ces nouveaux projets de recherche et d'innovation. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de comment ça fonctionne. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous laisse évidemment me contacter si ça vous intéresse et pour qu'on en parle plus en détail. Mais là, comme il me reste qu'une petite vingtaine de minutes pour rentrer dans le cœur du sujet, je vais vraiment essayer de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire pour nous, une recherche et une innovation à impact positif, comme je viens juste d'en parler. Alors, quels sont les différents impacts de la recherche ? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment, c'est très à la mode, d'impact de la recherche, et en fait, il faut se demander de quel type d'impact est-ce qu'on est en train de discuter. Sachant qu'ils sont tous valables, c'est juste une question de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec un certain projet. Ici, vous avez un tableau qu'on utilise chez Socience et qui montre en fait les différents types d'impact tels qu'on les a catégorisés en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, les bénéficiaires de ces impacts, donc qui est-ce que ça touche, le gain, qu'est-ce qu'on y gagne en fait à faire ce type de projet de recherche, et puis ce que j'appelle moi la stratégie de valorisation. La stratégie de valorisation, c'est comment est-ce que avec ce projet de recherche ou d'innovation, je vais réussir à avoir un impact en dehors du labo ou en dehors du prototype et vraiment sur le monde. Je vais pas tout détailler, vous avez le tableau sous les yeux et je crois que la présentation vous sera ensuite partagée, donc vous pourrez le regarder en détail, mais je vous donne quelques exemples. Ce qui est très connu, c'est l'impact scientifique. Les indicateurs, ce sont les publications, par exemple, ou l'impact factor, c'est un des indicateurs de l'impact scientifique d'un chercheur, en l'occurrence. Les bénéficiaires, là, c'est plutôt la communauté de scientifiques qui lit les papiers, qui apprend des choses et qui voit les découvertes des autres. Ça peut être la société, mais là, c'est sur le long terme. La société, en général, bénéficie pas d'un projet de recherche tout de suite. Le gain, c'est du savoir. Et la stratégie de valorisation, alors là, c'est un peu particulier, il y en a pas vraiment, ou disons, on pourrait dire la stratégie de valorisation, c'est de continuer la recherche, en fait. Donc, il n'y a pas une idée de vraiment aller dans le monde, il faut continuer à augmenter les connaissances. Si vous allez dans la case qui est juste après, qui est l'impact en termes de communication, et là, c'est tout à fait différent. Le gain, c'est quand même du savoir, mais par contre, la stratégie de valorisation, c'est de la communication scientifique, donc par exemple, faire une exposition, écrire un article grand public, etc. Et les bénéficiaires, c'est la société en général, mais du coup, c'est très court terme, et on apporte à la société du savoir. Et donc, vous avez comme ça un certain nombre d'impacts possibles, donc scientifique, communication, impact économique, évidemment, qui est très connu, avec les brevets, par exemple, ou le nombre d'entreprises, de startups qu'on peut créer. Et puis, il y a l'impact social et l'impact environnemental, dont on parle beaucoup dans les médias et puis dans nos groupes en général respectifs.
mais qui, pour le coup, dans la recherche, sont beaucoup moins connus, ont moins d'indicateurs ou qui sont plus difficiles à utiliser par les institutions de recherche ou par les entreprises. Et c'est sur ça, du coup, que je vais vraiment essayer de me concentrer aujourd'hui. Je vous ai aussi mis l'impact systémique, qui est très intéressant parce que parfois des résultats de recherche peuvent avoir des impacts sur les politiques publiques et donc des changements de système en général, et il ne faut pas non plus le négliger. Et de toute manière, toutes les formes d'impact que j'ai présentées là sont intéressantes, peuvent être à rechercher, mais ce qui compte surtout, c'est que si on veut mettre en place la bonne stratégie de valorisation, eh ben, il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche en fait. Si vous mettez en place une stratégie de valorisation économique en espérant avoir des retours sociaux et environnementaux, c'est finalement un peu naïf ou ça va pas forcément être très efficace parce que c'est pas forcément la bonne porte d'entrée. Alors, j'ai beaucoup parlé d'impact social et environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ce qui est du mot impact, nous, on utilise la définition qui est très classique, en fait, qui vient du monde beaucoup de la responsabilité sociale des entreprises et qui est extrêmement large. Vous l'avez ici à gauche. L'impact, c'est un changement qui va arriver dans les résultats créés par une organisation. Et ça peut être positif ou négatif, évidemment. Ça peut être voulu ou non voulu. Mais c'est un peu finalement, tous les changements que vous allez observer et que vous allez créer. On dit qu'ils sont sociaux ou environnementaux quand ça a des effets, alors, qui peuvent être très larges et qui peuvent être directs ou indirects sur tous les bénéficiaires, toutes les parties prenantes. Donc, non seulement les personnes auxquelles vous pensez, mais aussi les personnes auxquelles vous ne pensez pas forcément quand vous faites vos travaux. Et cet impact doit être sur la société ou sur l'environnement. Donc, vous voyez que c'est des définitions qui sont extrêmement larges. Nous, chez Socience, ce qui est intéressant, ou en tout cas le prisme qu'on a pris, c'est que on ne va pas tant s'intéresser à la réduction des impacts négatifs. Alors évidemment, il faut le faire, hein, c'est une brique nécessaire. Mais ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer aux solutions. Le petit schéma que vous avez ici est très intéressant. Il vient d'un projet qui s'appelle Impact Management Project, qui travaillent sur ces questions d'impact. Vous pouvez aller voir sur Internet, ils ont beaucoup de ressources si ça vous intéresse. Et donc, il y a ce petit schéma qui explique qu'il y a plusieurs manières de voir son impact. Aujourd'hui, les entreprises, par exemple, ont une approche très classique, très conventionnelle de réduction des impacts négatifs. Donc, comment est-ce que dans un process, je vais utiliser moins d'eau, je vais utiliser moins d'énergie. Petit à petit, on peut aller vers une réflexion plus profonde sur j'ai un certain portefeuille de technologies, de connaissances, de compétences. Comment est-ce que je fais pour les mettre au service d'un problème qu'il faut résoudre ? Pas forcément un problème que j'ai créé, mais en fait des enjeux qui sont là, qui sont présents et qu'il faut essayer de solutionner. Je vous donnerai bien sûr quelques exemples après. Sur la question de l'impact aussi, ce qui est intéressant, c'est que on peut aller plus dans la granularité. Par exemple, il y a la question de la quantité versus la qualité. Je vous donne un exemple ici. L'aide Safari, c'est une entreprise sociale dont le but est d'apporter l'énergie aux populations dans un certain nombre de pays. Et ils font ça notamment par des LED ou des lampes qui vont être alimentées par de l'énergie solaire. Là, elle se pose une question. Est-ce que quand je suis l'aide Safari, j'ai envie de déployer mon produit de façon quantitative? Donc, par exemple, je vais faire en sorte qu'il puisse y avoir 1 million de personnes qui achètent cette lampe, par exemple. Ou est-ce que je veux avoir un impact qu'on appelle profond ou qualitatif, c'est-à-dire dès qu'une personne achète cette lampe, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est pas tant l'accès à l'énergie, mais c'est le fait que cette famille va pouvoir ensuite l'utiliser pour permettre à l'enfant de faire ses devoirs. Donc, ça veut dire le scolariser, aller à l'école, et donc là, j'ai un impact plus profond. C'est le choix qu'a fait l'aide Safari. Donc, ils essayent d'avoir moins d'impact en termes de nombre de gens qui ont accès à l'énergie et au LED. Mais par contre, ils se posent vraiment la question de quand on met une lampe chez quelqu'un, ça change quoi dans leur vie? Et donc, voilà, ça, c'est 2 manières de voir l'impact. Il y a aucun type d'impact qui est moins bon ou meilleur qu'un autre.
enfin voilà, c'est en fonction du projet et c'est des choix que font chaque projet. Mais une fois de plus, il faut le définir en amont pour pouvoir avancer de façon qui fonctionne et qui atteint bien ce qu'on veut. Il y a aussi la question de l'impact direct ou indirect. Je ne vais pas le détailler ici pour pouvoir avancer sur la présentation, mais on pourra en reparler si vous voulez. Alors moi, je vais me concentrer sur cette question qu'on appelle la valorisation. En général, quand on parle de valorisation, on fait surtout de la valorisation économique. C'est ce qui est très classique aujourd'hui dans les instituts de recherche, les universités et puis évidemment les entreprises. Comment est-ce qu'on peut faire de la valorisation sociale et environnementale? Puisque ce n'est pas tout à fait le même objectif. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Ici, je vous mets quelques schémas des processus de valorisation tels qu'ils sont présentés. J'ai repris ça d'un certain nombre de journaux ou d'explications en fait sur la valorisation de la recherche. Alors là, vous avez quelque chose d'assez linéaire, évidemment, c'est pas aussi linéaire, mais en général, on dit qu'on part de la recherche, de la science, d'un certain nombre de résultats, et puis petit à petit, on avance vers un vrai produit, donc quelque chose qu'on va pouvoir mettre dans le monde. C'est assez connu, et je pense que vous avez tous vu ce type de schéma avec vraiment un tunnel de valorisation qui nous permet petit à petit d'obtenir un produit qu'on va mettre sur le marché, et donc en général, le but, in fine, de ce process, c'est de créer des entreprises. Donc, c'est ce que vous voyez ici, à la fin du petit tunnel, on a une création d'un certain nombre d'entreprises, on a déposé des brevets, etc. Alors, là, je vous montre, c'est exactement le même process, mais sur un schéma un peu plus complexe qui montre un peu plus que c'est itératif, qu'il y a des allers-retours. Ce qui m'a intéressé beaucoup, moi, dans ce schéma, et c'est pour ça que je vous le montre et que je vais vous le détailler un petit peu, c'est les termes qui sont employés pour arriver au résultat. Je vous le mets ici. Donc là, j'ai juste fait un copier-coller du schéma d'avant, mais sans les petits détails itératifs qui alourdissaient un petit peu. Alors, comment on voit les choses? Déjà, on est quand on est dans la recherche et développement, ce qui est proposé, c'est de partir donc des idées à la phase pilote. Ça, c'est assez classique. Et ce qui est écrit, c'est que c'est tiré par la science ou par les besoins de l'industrie. Donc là, si on veut aller vers un modèle un peu différent de valorisation, on peut rajouter que ça peut aussi être tiré par des challenges sociétaux ou par des besoins de la société. Et vous voyez déjà, c'est pas rocket science, c'est rien d'extrêmement compliqué, mais par contre, il a fallu que je le rajoute parce que dans tous les schémas présentés aujourd'hui, ça n'effleure pas l'esprit en fait. C'est quelque chose qui n'est pas écrit et qui n'est pas mis en avant, et donc forcément, on n'arrive pas forcément au même résultat quand on n'a pas les mêmes process. Sur la question des démonstrations et des prototypes, la question est de savoir comment est-ce qu'on va adresser des enjeux techniques. Nous, on rajoute, adresser évidemment des enjeux sociaux ou environnementaux, et on rajoute un point qui est très important, dont on pourra parler, qui fait vraiment l'objet, nous, de nos méthodologies d'open innovation, c'est qu'on recrute aussi des participants de la société civile et des bénéficiaires. Donc vraiment avec une approche qui permet d'introduire dès les processus de R&D et puis de valorisation des acteurs en fait qui sont concernés par les problèmes qu'on essaie de résoudre évidemment et qui donc vont pouvoir modifier en fait le sens de la recherche et puis les solutions techniques qu'on va décider d'utiliser. Et puis sur le déploiement, vous voyez qu'il y a l'idée de mitiger les risques, et les risques qui sont énoncés ici et qui sont énoncés classiquement, ils sont techniques, de marché et financiers. Nous, évidemment, on va vouloir rajouter qu'il faut mitiger aussi la question de la division sociale. Donc, on va réfléchir à tous les biais qu'on introduit dans notre technologie. Et puis, les impacts environnementaux négatifs, donc toute la question d'éco-conception qui doit évidemment être prise en compte. Vous avez aussi le fait que la pré-commercialisation permet de voir si c'est prouvé d'un point de vue commercial. C'est un point important parce qu'il faut avoir des business models qui peuvent tenir la route. Mais nous, on considère qu'il faut aussi prouver, avant de le mettre sur le marché, que c'est socialement et environnementalement acceptable et que c'est un but en fait commun.
Et donc finalement, si je reprends mes petits schémas très simples, si on veut aller vers une valorisation qui soit sociale ou environnementale, alors ça c'est une hypothèse, enfin c'est une hypothèse. C'est un peu la vision qu'on a chez Socience, on peut en imaginer d'autres, hein, c'est pas le souci, mais nous on dit qu'on va pas créer forcément des entreprises classiques, mais des entreprises sociales. Et donc c'est très intéressant parce qu'on se retrouve sur une valorisation qui a ses spécificités, mais qui malgré tout peut reprendre beaucoup de choses qui existent déjà. Et puis on arrive sur un résultat qui reste un résultat potentiellement économique, mais cette fois avec un statut d'entreprise sociale. Alors qu'est-ce que c'est que ces entreprises sociales? Je vous en donne 3 exemples parce que je les trouve intéressants. Nous, en général, on les classe en 3 catégories différentes. Ces fameux entrepreneurs sociaux scientifiques. On dit qu'il y a soit des scientifiques qui deviennent des entrepreneurs sociaux. Donc ça, c'est tout comme un scientifique peut devenir entrepreneur tout court. L'exemple qu'il y a ici, c'est Biodiversity. C'est un chercheur qui a fait sa thèse en fait sur la mortalité des abeilles, et il en a déduit et puis il a réussi à créer une technologie qui, en fonction de ce qu'on retrouve dans le pollen que les abeilles ramènent à la ruche, va pouvoir dire dans certaines zones quels sont les polluants et du coup comment dépolluer un certain nombre de sites industriels. Sur ces résultats, il a décidé de lancer son entreprise qui s'appelle Biodiversity, qui est très intéressante, vous pourrez aller voir sur Internet, et qui vraiment très concrètement pose des ruches sur des sites industriels, et en fonction des retours qu'on a en fait de la ruche, va proposer différentes stratégies de mitigation et de dépollution des sols, de l'air, etc. Un deuxième, c'est un petit peu l'inverse, c'est un entrepreneur social qui va développer ses compétences scientifiques. Donc là, l'exemple, c'est Leka, c'est un entrepreneur social qui voulait vraiment travailler avec des enfants autistes. C'était ça son prisme, c'était comment on aide les enfants autistes. Et après un certain nombre d'itérations, il s'est rendu compte qu'une technologie pourrait aider. Et en l'occurrence, cette technologie, c'était la robotique, parce que il y a eu un certain nombre d'études qui montraient que ça peut faciliter les interactions avec des enfants qui vont préférer ou qui vont avoir une meilleure communication avec une interface robotique. Et ça va aider en fait les personnes qui sont autour, et ça va faciliter des communications. Et donc, on a ici un entrepreneur social qui n'avait aucune compétence en robotique, mais qui a dû les développer pour créer son projet. Donc, son projet, c'est ces petits robots là en forme de boule que vous voyez et qui interagissent avec les enfants, apprennent des interactions pour voir ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, ce qui stresse l'enfant ou pas, etc. Et le dernier, moi, c'est ce que je préfère, et c'est un peu ce pour ça que je milite, c'est les collaborations entre les entrepreneurs sociaux et les scientifiques. Parce qu'on fait beaucoup de collaborations entre chercheurs et industriels et voilà, chercheurs, ingénieurs, dans cette idée de valorisation plutôt économique. Et en fait, on peut tout à fait imaginer des collaborations qui sont aussi avec des entrepreneurs un peu différents, et donc entre la recherche et tout ce monde de l'économie sociale et solidaire. Ici, l'exemple que je prends, c'est Earthenable, qui est une entreprise qui a commencé au Rwanda, qui est maintenant, je crois, dans plus de 20 pays d'Afrique. Et en fait, eux, ils font des revêtements de sol. C'est ce que vous voyez ici. Là, le monsieur, il est en train de passer un revêtement. Et en fait, la problématique, c'est que quand on est sur des sols, comme ça, en fait, sans revêtement, pour les enfants de moins de 5 ans, ça peut être assez dangereux parce qu'il y a pas mal de maladies qui sont transmises par le sol. À l'époque, quand Earthenable s'est lancé, donc c'est une entrepreneur sociale qui voulait lancer ça au Rwanda, il y avait 80% déjà des ménages qui avaient un sol en terre battue, donc sans revêtement. Donc c'était un gros problème pour la transmission des maladies. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, les revêtements qui étaient faits à base d'huile de lin n'étaient absolument pas accessibles à ces populations parce que tout simplement l'huile de lin coûtait cher, c'était fait aux États-Unis, et voilà, c'était pas du tout possible. Elle a lancé une collaboration avec un labo de recherche en chimie de Stanford. Et en fait, ils ont travaillé leur projet et ils ont réussi à trouver une plante locale pour avoir les mêmes propriétés.
Et donc, finalement, ils ont créé ce nouveau produit qui est un revêtement qui n'est pas à base de lin, qui est à partir d'une plante locale et qui, du coup, est fait localement, qui coûte beaucoup moins cher. Et donc, voilà, c'est cette collaboration qui a permis de créer cette entreprise, qui est quand même une entreprise technologique, parce qu'elle est basée sur ce produit, mais qui est issue de cette collaboration qui est extrêmement intéressante et qui répond à un problème social, en l'occurrence, là, de santé. Ce qui est très intéressant en général quand je présente ce genre de choses, et on va voir dans la discussion ce qui ressort, mais c'est qu'il y a beaucoup de questions parfois sur la question de la recherche, c'est-à-dire est-ce que dans quel sens ça va modifier ou pas la question de recherche? Est-ce que on peut vraiment faire de la recherche, par exemple si je fais de la recherche très fondamentale, comment est-ce que ça s'applique à mes projets, etc. Une chose est sûre, c'est que alors les TRL peuvent être très différentes. On peut faire une recherche plus ou moins appliquée. Évidemment, une recherche très appliquée va avoir plus de facilité de trouver quel est l'impact social potentiel. Mais je vous donne un exemple que je trouve très intéressant, qui est un exemple réel. Hein. Alors, en l'occurrence, c'est dans le domaine de la matière molle. Donc, après, il faudrait trouver des exemples dans vos différents domaines, mais je suis certaine qu'on peut en trouver assez facilement. Et en fait, c'était une entreprise, un industriel qui fait des soupes et qui a fait une collaboration de recherche avec un laboratoire sur la question de savoir, en fait, qu'est-ce qui fait qu'une soupe est bonne ou agréable à manger ou pas. Et donc, il y a des questions de rhéologie, etc. C'était un vrai travail de recherche d'un thésard. Et l'idée, évidemment, c'était de se dire, une fois que j'aurai ma bonne soupe, je vais finalement savoir comment la rendre vraiment la plus appétante possible et en vendre plus et avoir plus de profit avec ça. C'était ça l'idée. Ce qui est très intéressant, c'est quand on commence à s'intéresser un peu aux enjeux sociaux et environnementaux, on se rend compte qu'il y a une autre application possible de ce même travail de recherche et qui est en fait les personnes âgées. Les personnes âgées, le moment un peu où ça commence à devenir très compliqué, c'est quand on perd l'appétit et que tout devient en fait difficile à manger, pas du tout agréable, et c'est un peu le moment où en fait la santé se dégrade parce qu'on peut plus s'alimenter. On voit bien que ce travail aurait pu poser une question tout à fait différente, qui n'aurait pas été sur un panel de consommateurs lambda, comment je fais pour que mes soupes soient plus appétantes et donc pour en augmenter la rentabilité ou les ventes, etc. Mais en fait, comment est-ce que dans un autre environnement complètement différent, avec des personnes différentes, en l'occurrence des personnes âgées éventuellement en maison de retraite, je fais pour que des soupes soient plus appétantes ou plus faciles à manger, ou finalement, quelle est l'innovation en food tech que je peux avoir pour faciliter la vie des personnes âgées. Et donc là, on se rend compte que sur une recherche qui va être proche, qui va être similaire, et on peut avoir des impacts sociaux qui n'ont rien à voir. Mais encore faut-il se poser la question, et encore faut-il creuser en fait quel type d'enjeu on peut aller adresser avec une même compétence scientifique. Voilà, ma dernière slide avant nos échanges, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, évidemment, ça dépend de où vous êtes et qui est dans la salle, mais moi, une chose que je conseille très souvent de toute manière, c'est de contacter les services de valorisation et de leur demander quelles sont les pratiques en termes de valorisation sociale et environnementale. Et puis, de voir s'il y en a, si ça a été réfléchi ou pas, comment ils peuvent vous aider à appliquer vos domaines de recherche à des sujets sociaux ou environnementaux. Et puis voilà, si la réponse ne vous plaît pas ou s'il n'y a pas quelque chose de réfléchi, vous pouvez leur dire et il est possible de changer la manière de faire pour que ce soit des choses qui soient plus à l'agenda. Voilà pour moi. Merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup Mélanie pour ce bel exposé très intéressant et puis pour votre engagement. Hein. Et moi, je suis persuadé que Socience, ça représente une réelle opportunité pour les organismes de recherche et les chercheurs pour apporter en fait votre compétence sociétale et environnementale, à la fois pour le montage de projets et puis tout simplement comme partenaire pour des projets européens, par exemple,
pourquoi pas vous embarquer dans tous ces projets. Donc maintenant, on peut passer aux questions. Et la première question, c'est, donc je la lis, ne devrait-on pas intégrer la réflexion de l'impact sociétal et surtout environnemental dès la phase de R&D? Il y avait un commentaire par la suite, il semble que vous ne l'envisagiez que dans la phase de mise sur le marché. Voilà, C'est première une question. excellente remarque. Ouais, c'est une excellente remarque et absolument la réponse est oui. C'est un petit peu ce que j'essayais de dire. Alors le fait que ça ressemble beaucoup, que j'ai beaucoup parlé de la mise sur le marché, c'est notamment parce que les schémas que j'ai utilisés, c'est des schémas de valorisation de la recherche qui en général prennent des TRL, donc Technology Readiness Level, assez élevé. Et donc, il se passe à un niveau en fait de recherche assez appliqué. Mais en fait, nous, quand on monte nos programmes d'open innovation, on a parfois des recherches qui sont encore assez fondamentales et où il y a tout de même des entrepreneurs sociaux ou des collectifs de citoyens qui vont pouvoir aller s'investir avec les équipes de recherche pour poser les questions qui les intéressent ou qui les travaillent. Et donc oui, il faut absolument penser ça le plus tôt possible. Après, ce qui est difficile, c'est que les dispositifs pour faire ça n'existent pas forcément aujourd'hui. Et donc, ça demande beaucoup de temps parfois aux chercheurs. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait des facilités, en fait, des fonctions support ou des instituts pour permettre ça et que les chercheurs n'aient pas à passer des heures à trouver des collectifs, etc. Oui. Pourquoi pas avoir des experts un petit peu dans l'environnement, à la fois sur les côtés environnementaux et sociétaux. Hein, voilà. Donc nous, on avait aussi bien identifié en fait ce besoin et effectivement, pour nous, Socience, c'est un des partenaires potentiels. Moi, personnellement, j'avais une petite question aussi sur comment vous faites pour évaluer l'impact sociétal, en fait, en termes de critères et puis de quantification, si on peut vraiment faire de la quantification dans ce domaine, je ne sais pas. Alors, on peut en faire. Par contre, c'est assez lourd. C'est-à-dire qu'il y a des méthodologies. Il faut, par exemple, compter le nombre de bénéficiaires, revenir vers eux pour savoir qu'est-ce qui a vraiment changé dans leur vie. Ensuite, il y a des travaux vraiment possibles de mesure d'impact qui permettent de différencier ou d'essayer de différencier qu'est-ce qui est dû à notre impact versus qu'est-ce qui est dû à de toute façon une situation qui était en train de s'améliorer, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont qui existent, qui demandent quand même un certain engagement pour se dire qu'on va mettre en place une mesure d'impact. Nous, de notre côté, chez Socience, une chose qu'il faut quand même noter et qui est importante, c'est que contrairement à l'impact économique, puisque l'impact économique, c'est très facile de mesurer, puisque la mesure est toujours la même, donc de mesurer et de comparer. On peut toujours dire, par exemple, c'est le chiffre d'affaires ou le nombre d'emplois, c'est assez bordé. Dans la question de l'impact social, nous, pour chaque projet, donc par exemple, si on travaille sur la question du plastique ou si on travaille sur la question de l'agriculture urbaine, là, en ce moment, en fait, il faut changer la grille à chaque fois parce qu'on ne va pas mesurer les mêmes choses. Et donc, c'est ça qui est un peu plus compliqué, pas encore tout à fait normé aujourd'hui. D'accord. Et concernant les critères, en fait, comment vous les choisissez pour l'impact sociétal? Alors, ça dépend du coup du sujet, mais quand je disais l'accès à l'énergie, ça peut tout à fait être. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on choisit des critères en fonction du projet. Donc, par exemple, si on se dit c'est l'accès à l'énergie dans tel pays, aujourd'hui, il n'y a que 40% de la population qui y a accès. Et demain, il faut que ce soit 70%. Donc, ça va être un nombre de gens et par rapport à une situation donnée à un temps T. Ou il y a une autre manière de faire qui est de partir non pas du projet et de la situation donnée, mais par exemple des ODD de l'ONU en disant le but c'est d'avancer vers ça. Et donc là, l'ONU a chiffré les enjeux en fait et a chiffré ce qu'il fallait atteindre comme solution. Et donc c'est possible de calculer en fonction de ces enjeux-là qu'est-ce qu'on a atteint grâce au projet. Ok, merci Mélanie. On a peut-être une autre question, probablement. Donc, concrètement, si vous deviez travailler dans l'arrêt de la prolifération des emballages,
et en particulier les emballages plastiques, comment procéderiez-vous? Alors, c'est intéressant comme question. On a travaillé, nous, sur le plastique. Alors, c'était pas exactement l'arrêt de la prolifération des emballages plastiques, mais du coup, je vais vous donner un peu notre méthodo classique, parce qu'en fait, quelque part, peu importe le sujet, on a une méthodologie qu'on applique à chaque fois. Déjà, il nous faut travailler avec les personnes qui sont concernées par, alors là, en l'occurrence, le problème qui serait la prolifération des emballages plastiques. Ça veut dire que si on voulait vraiment lancer ce sujet-là, il nous faut déjà avoir des industriels engagés sur cette thématique-là, des chercheurs et puis des collectifs de citoyens qu'on va aller chercher. Notre méthodologie, c'est d'abord de créer une question de recherche ou une question, un enjeu en fait. Donc, on met autour de la table des acteurs très différents. Donc là, c'est ce que je disais, des chercheurs, des industriels, des entrepreneurs sociaux, des collectifs citoyens qui sont touchés par cette problématique. Et pendant une journée qu'on anime, on va vraiment essayer de se demander quelle est la question à laquelle il faut répondre. Il faut déjà que le problème soit bien formulé. Une fois qu'on a la question, on fait un appel à projet et on va chercher les personnes qui peuvent, par une collaboration, travailler ensemble pour répondre à la question. L'appel à projet, il est diffusé par nos partenaires scientifiques, ça peut être l'IRD, l'INRAE, le CNRS, etc. Il est diffusé aussi par nos partenaires sociaux. Donc, on a des grands partenaires comme Ashoka et Going Green qui sont très connus dans l'entrepreneuriat social. Et donc, l'appel à projet est diffusé très largement, aussi bien aux sphères scientifiques qu'aux sphères plutôt de l'impact. On a un certain nombre de candidats qui se présentent et on en choisit 30 à 50. Ces sélectionnés se rencontrent sur une journée qu'on anime nous aussi. Et le but de la journée, c'est de créer des collaborations de recherche et d'innovation qui mélangent les profils. Donc, on va vouloir avoir des collaborations, par exemple, avec un chercheur du public, un entrepreneur social et, disons, un industriel, par exemple. Et une fois qu'on a ces projets en fin de journée, et bien en fait, on va en sélectionner 3 qu'on va vraiment accompagner et qui doivent arriver à terme à une solution. Je vous donne du coup un exemple. On a travaillé sur le plastique avec Nestlé, pour le coup, qui se posait vraiment la question de comment est-ce que demain, on change nos emballages ou on arrête d'avoir des emballages plastiques pour la question problématique environnementale. Et il y a un projet là qui s'est lancé, collaboratif, avec un entrepreneur social qui fait du vrac, mais en fût, et le centre technique de Perrier, donc des ingénieurs de chez Perrier. Et l'idée, c'est de voir si on peut réussir avec cette techno à faire du Perrier en vrac. Donc, on aurait à la pompe directement. Donc voilà, mais il y a eu besoin quand même d'avoir un désir déconcerné. Parce que c'est des choses que nous, on ne fait jamais seul. En fait, on est une sorte de médiateur. On met les gens ensemble, mais il faut qu'ils aient envie de travailler ensemble. Merci beaucoup, Mélanie. Encore probablement plusieurs questions. Donc, la suivante, c'est comment faire la différence entre de vrais objectifs responsables et un simple affichage. Je ne sais pas si c'est du greenwashing ou du social washing. Ce que l'on fera en réalité des résultats de la recherche ne sont pas toujours alignés avec les intentions initiales. Point d'interrogation. Voilà. Mais c'est une excellente remarque. C'est pour ça que, à mon sens, il faut changer les processus, les systèmes, donc la manière dont on crée, dont on met en œuvre cette valorisation, pour ne pas justement rester sur la question de l'intention. Parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, des fois, c'est des retours qu'on me fait. On me dit, oui, mais de toute façon, on fait une valorisation économique, mais il y aura des impacts sociaux et environnementaux parce qu'il y en a toujours ou parce que c'est une priorité chez nous. C'est pas suffisant d'avoir des intentions. Il faut vraiment changer la manière dont on fait les choses pour que le résultat soit modifié. Donc c'est pour ça que nous, on milite beaucoup pour la question de dire il faudrait créer des entreprises sociales. C'est-à-dire qu'une entreprise sociale, son premier but n'est pas de créer un impact économique ou de générer du profit. Son premier but est de répondre à sa mission sociale.
Donc déjà, ça oriente quand même pas mal tout ce qui va être fait derrière. Il y a une vraie capacité à dire, ben non, on refuse tel ou tel projet, même si ça amène du chiffre d'affaires, parce que ça répond pas à la mission sociale. Donc ça, c'est très intéressant. Après, le cran plus loin, moi, je pense qu'il est législatif. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller changer ça, mais effectivement, moi, je crois profondément que c'est vers là qu'il faut se diriger. Merci Mélanie. Et donc encore une dernière question pour toi. Donc, un auditeur te remercie pour cette présentation passionnante que je partage d'ailleurs. Et il a plusieurs questions. Donc, accompagnez-vous uniquement des entreprises sociales? Bon, peut-être tu peux répondre question par question, peut-être. Voilà. Ok. Alors, on accompagne tous les acteurs parce que nos programmes mettent toujours tous les acteurs ensemble. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'on lance un programme sur une thématique, on va de toute façon aller chercher un certain nombre d'industriels, un certain nombre d'entreprises sociales, un certain nombre de chercheurs dans des labos. Et donc vraiment, nous, notre but, c'est de mélanger ce monde-là. Et donc, dès qu'on a un programme sur une thématique, tout le monde est invité à participer et tout le monde est accompagné de la même manière par Socience. Donc là, je crois que ça venait d'un laboratoire. Si vous voulez être accompagné, il faut juste qu'il y ait une thématique sur votre cœur de recherche et ensuite, le labo pourra participer. D'accord. Donc, deuxième question dans la question. De quel mode de financement Socience dispose-t-elle? Et j'en rajoute une. Combien il y a de personnes qui travaillent chez Socience? Alors, Socience, en fait, on peut être financé de différentes manières. La façon dont ça fonctionne, c'est que pour lancer un programme, il nous faut les financements associés. Et là, ça peut vraiment être plusieurs choses. Ça peut aussi bien être un industriel qui a envie de tenter ces méthodologies d'open innovation très ouvertes sur la société, qui a un sujet, qui a un problème et qui n'arrive pas à le résoudre. Et donc là, il va pouvoir nous demander de faire ces méthodos très ouvertes. Donc ça, c'est une possibilité. On a aussi des instituts de recherche qui ont envie d'engager leurs chercheurs différemment et qui donc travaillent avec nous et nous financent pour ce travail, pour lancer aussi des questions. Et puis le dernier, c'est plus sur des appels à projets en fait. Là, par exemple, on est partenaire sur un appel à projet européen et on va lancer un programme et en fait, on va être financé via ce biais-là. Donc, il y a plein de manières différentes de lancer nos programmes. Et sur combien on est? On est une petite entreprise, on est 5 chez Socience. On est en train de recruter, mais on ne deviendra jamais très gros parce que le but, c'est toujours d'être le médiateur en fait et jamais de faire en interne. Voilà, donc l'appel est lancé. C'est à une personne qui veut travailler chez Socience. Elle sera la bienvenue, même si elle est grenobloise. Parce que il n'y a pas de problème. La question d'après, c'est où êtes-vous implanté et où êtes-vous impliqué dans des activités d'enseignement concernant vos méthodologies, par exemple? Absolument. Alors, nous, les équipes, on est basé à Paris, mais on travaille par contre partout. En fait, nos programmes sont internationaux. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. Quand on lance un programme, en général, il est très souvent en anglais et très souvent, on accepte les candidatures de tous les pays. Donc voilà, c'est pas gênant. Et effectivement, moi, j'enseigne, notamment beaucoup en école d'ingénieur, mais aussi en école doctorale, sur ces méthodologies et sur, par exemple, la présentation que je viens de faire. J'ai un cours beaucoup plus complet de 3 jours sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est pour plutôt des étudiants. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est qu'on a monté un programme d'ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on forme d'autres acteurs que Socience à monter ce type de méthodo. Parce qu'on n'est pas en capacité de toute façon à faire autant de programmes d'Open Inno qu'il en faudrait. Et donc, on forme d'autres acteurs à les faire aussi. Et donc là, c'est pareil, c'est une formation de 3 jours. Et ensuite, on devient un ambassadeur Socience et on peut lancer ses propres programmes. Ok, merci beaucoup. Donc, il est l'heure de terminer cette session. Donc, je voudrais avant tout, bien sûr, remercier Mélanie pour cet exposé et qui pourra se retrouver donc sur le replay, dont l'adresse
vous sera envoyé très très prochainement. Et puis, donc, on enverra à Mélanie toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui. Et vous retrouverez bien Amel la semaine prochaine, hein, pour ceux qui sont inquiets. Elle va très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.